Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, la fabrique du crétin digital. Fabrique du crétin digital de Michel Desmurget. Un livre qui nous parle des écrans, ces écrans qui sont ici le moyen que nous avons de communiquer, ou du moins que j'ai de communiquer avec vous qui regardez peut-être cette vidéo. Si vous ne la regardez pas, de toute façon vous ne savez pas que je suis en train de vous parler, et peut-être que vous êtes en train de vous dire bon vas-y, sinon j'arrête tout de suite de regarder ça. Donc je vais vous parler de ce livre-là qui parle des écrans, qui parle de ce qu'il appelle le crétin digital, de l'envahissement de notre temps et de notre espace, mais surtout de notre temps et du temps de nos enfants en particulier, par les écrans multiples, écrans de télévision tout d'abord, écrans d'ordinateur, écrans de jeux vidéo, de smartphones, etc. Et selon Michel Desmurget, il s'agit d'une catastrophe pour les jeunes générations en particulier. Nous fabriquons, les écrans fabriquent ce qu'il appelle donc le crétin digital. Alors, le livre est assez épais, il dit beaucoup de choses. Il est écrit par quelqu'un qui est docteur en neurosciences, qui est donc spécialisé sur la manière dont notre cerveau, se développe, notamment avec la présence ou l'absence des écrans, ce qui permettrait de comparer, est-ce qu'on se développe mieux intellectuellement, et pas seulement intellectuellement, avec des écrans ou sans. Alors pour Michel Desmurget, il est absolument évident que les écrans, du moins pour les petits-enfants, sont absolument néfastes, et qu'ils le sont aussi plus tard par leur omniprésence, par le temps énorme qu'ils prennent dans la vie de beaucoup de gens. Alors, son livre est composé de deux parties. La première partie est assez intéressante parce qu'elle démonte certains discours qui minimisent, au fond, les dangers des écrans. Et il montre, dans ce qu'il appelle par exemple des contes et légendes, tous les mythes autour des écrans, toutes les façons qu'on a, notamment dans les médias, mais aussi du côté de certains scientifiques ou pseudo-scientifiques, de dire qu'au fond, oui, les écrans sont partout, mais que ce n'est pas bien grave. Les médias, évidemment, vivent grâce aux écrans. Et il montre la mauvaise foi de beaucoup de ces gens-là, et surtout que beaucoup d'affirmations qu'on entend sur les écrans ne sont pas étayées par des recherches sérieuses. Et lui va mener ces recherches-là pour, au fond, savoir si oui ou non les écrans sont néfastes ou pas. Et le résultat des recherches qu'il fait, et que d'autres ont fait, et qui d'après lui sont ultra majoritaires, c'est qu'il y a des effets extrêmement durs, extrêmement néfastes de ces différents écrans. Alors je ne vais pas revenir à tout l'argumentaire de Michel Desmurget. Si je prends la table des matières, il commence par la construction d'un mythe, contes et légendes, une génération différente, un cerveau plus développé. C'est assez intéressant ce qu'il dit sur cette idée de cerveau développé. Au fond, les digital natives auraient un cerveau qui fait des connexions beaucoup plus rapides que notre pauvre cerveau de vieux né avant d'avoir des écrans partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre bien que non, l'évolution biologique ne peut pas changer notre cerveau en si peu de temps. Ça paraît évident comme affirmation, et pourtant, il y a ce mythe, au mythe du digital native, est souvent attaché l'étonnante chimère de l'enfant mutant.
Celle-ci veut que nos néo-prodiges du numérique aient un cerveau différent. Il y a des guillemets ici. Façonné pour, encore des guillemets donc, des citations, un mode de pensée plus fluide et plus rapide. L'idée trouve son étayage principal dans le champ des jeux vidéo. En effet, plusieurs études menées à l'aide de l'imagerie médicale ont démontré de manière convaincante que le cerveau des gamers présentait certaines disparités morphologiques localisées par rapport au cerveau de monsieur ou madame tout le monde. Une aubaine pour nos preux journalistes, dont certains sans doute ne rechignent pas, le cas échéant, à tâter du joystick. Partout sur la planète, ils firent à ces études un accueil triomphal, à grand renfort de titres tapageurs. Par exemple, jouer à Super Mario augmente le volume de matière grise. Les adeptes des jeux vidéo ont plus de matière grise et une meilleure connectivité cérébrale. La surprenante connexion entre jouer aux jeux vidéo et un cerveau plus dense. Les jeux vidéo peuvent augmenter la taille et la connectivité du cerveau, etc. Rien de moins. C'est à se demander comment des adultes sains d'esprit peuvent encore priver leurs enfants d'une telle manne. En effet, même si l'idée n'est pas précisément formulée, on trouve derrière ces titres une claire affirmation de compétence. Parents, grâce aux jeux vidéo, vos enfants auront un cerveau plus développé et mieux connecté, ce qui, tout le monde l'aura compris, augmentera leur efficience intellectuelle. Or, ces études ne disent pas ça, et c'est ce que montre Michel Desmurget. Elle montre qu'effectivement, un cerveau de quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo à certains endroits est plus développé, mais il est développé pour des fonctions qui sont spécifiques à ce jeu vidéo-là et qui ne sont pas transférables dans d'autres domaines. Donc ça ne sert à rien d'avoir plus de matière grise et c'est parfois au détriment d'autres compétences. Donc finalement, à partir d'une étude mal lue, eh bien on va faire des grands titres. Et ça c'est très présent dans la première partie, les écrans, c'est formidable, nous dit-on. Ou encore, oui, avant 3 ans, il ne faut pas trop d'écran, mais après, c'est bon. Et Michel Desmurget remet en cause cette idée, mais pourquoi 3 ans et pas plus? Qu'est-ce qui change à 3 ans? Lui est plutôt partisan de l'interdiction de tout écran avant l'âge de 6 ans. Et puis ensuite, c'est 1 heure, pas plus. Donc il est très, très, très réticent et il montre que les chiffres sont bien au-dessus de 1 heure après l'âge de 6 ans et 2 après l'âge de 12 ans, alors que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et donc, toute une première partie du livre va énoncer le mythe et en conclure des choses comme celle-ci, par exemple. Du présent chapitre, une conclusion principale est à retenir. Dans le champ du numérique, l'information offerte au grand public manque souvent cruellement de fiabilité. En ce domaine, nombre d'experts médiatiques, parmi les plus importants, présentent une stupéfiante capacité à collectionner les âneries, sornettes, revirements, approximations et contre-vérités. Qu'ils agissent sous mandat officiel, académique ou personnel ne change rien à l'affaire. Les choses iraient sans doute un peu mieux si les potentiels conflits d'intérêts étaient systématiquement traqués et dévoilés. Mais ce n'est pas le cas. On continue à voir des psychiatres, psychologues, médecins universitaires ou autres supposés spécialistes courir les plateaux sans jamais devoir expliciter leur suggestion industrielle. Évidemment, il y a une industrie là derrière qui a tout intérêt à ce qu'on dise que les écrans, c'est bien. Alors, que faire face à ces approximations médiatiques, à des études qui parfois sont mal lues et même faussées dans certains cas, des études avec des données peu fiables, mais qui deviennent tout d'un coup, eh bien, l'étude qui prouve que non, pas de souci, les écrans c'est très bien. Eh bien, ce que fait Michel Desmurget, c'est dans la deuxième partie de son livre, une lecture
de l'état de nos connaissances concernant nos rapports à ces écrans. La deuxième partie s'appelle Homo numericus, la réalité d'une intelligence entravée et d'une santé menacée. Donc, allons voir, au-delà du mythe, ce qu'il se passe. Première chose, il y a donc la question du temps passé devant les écrans. Et souvent, les estimations semblent approximatives, mais il se rend compte assez rapidement que ce qu'on arrive à dire, c'est que c'est des temps extrêmement longs, ça je l'ai un peu déjà dit, donc il trouve des chiffres, ou en tout cas il essaye de dire quel pourrait être le temps passé devant des écrans. Évidemment, c'est assez compliqué, on ne peut pas forcément pister tout le monde pour voir exactement combien de temps nous passons devant tel ou tel écran, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps est de plus en plus long. Dans l'enfance, il y a déjà du temps d'écran et c'est déjà difficile pour le développement de l'enfant, mais dans l'adolescence, alors là, il parle véritablement de submersion. À l'adolescence, que nous situerons ici entre 13 et 18 ans, le temps d'écran augmente encore sensiblement sous l'effet notamment de la généralisation des smartphones. La consommation quotidienne de numérique atteint alors 6h40. Voilà le temps moyen de consommation de numérique. Est-il nécessaire de préciser à quel point ce chiffre s'avère stratosphérique ? Il équivaut à un quart de journée et 40% du temps normal de veille. Cumulé sur un an, cela représente plus de 2400 heures, 100 jours, 2,5 années scolaires, ou encore la totalité du temps consacré de la 6e à la terminale pour un élève de filière scientifique. C'est donc énorme. Les adolescents passent un temps énorme sur ces écrans. Voilà ce que l'on peut dire. Et évidemment, il y a des différences. Tous les adolescents ne passent pas 6h40 sur un écran, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui passent beaucoup plus de temps et d'autres moins. Et il montre aussi les différences sociales qu'il y a, c'est-à-dire que les enfants et les adolescents de milieux plus favorisés passent moins de temps sur les écrans. Parce qu'il y a, de la part de leurs parents souvent, une limitation qui est faite. On les occupe autrement aussi. Le temps passé en famille, le temps passé à d'autres activités que les activités sur les écrans, eh bien, sont plus nombreuses dans des milieux plutôt favorisés que dans des milieux défavorisés. Et donc, il y a une accentuation des différences sociales qui se fait aussi à travers l'utilisation des écrans. Alors, ensuite, Michel Desmurget va justement préconiser certaines limites à l'utilisation des écrans. Pas d'écran avant 6 ans. Au-delà de 6 ans, pas plus de 60 minutes quotidiennes, tous usages cumulés. Voire 30 minutes si l'on privilégie une lecture prudente des données disponibles. C'est très peu par rapport à ce qui se fait en réalité. Et puis, il va ensuite aller voir d'autres domaines, l'influence des écrans sur la réussite scolaire, qui, là aussi, est assez clairement défavorable. Plus on a de temps d'écran, moins on a de bons résultats scolaires. Les études qui sont à disposition montrent ceci. Et donc, forcément, cela pose une question, c'est est-ce que l'apprentissage à l'aide d'écran durant le temps scolaire est une nécessité? J'avais déjà parlé de cette question-là justement sur la catastrophe de l'école numérique. Pour Michel Desmurget, il est évident que la voie numérique choisie par les institutions scolaires est une
mauvaise voie, que l'on apprend mieux par la lecture. C'est ce qu'il dit dans un livre qui paraîtra ensuite, mais que j'ai lu auparavant, Faites-les lire, où justement il montre l'importance de la lecture qui permet de réussir au niveau scolaire de manière beaucoup plus nette que les écrans qui nuisent au développement scolaire, des notes en berne avec le smartphone. On a clairement une corrélation qui existe d'après les données. Il développe d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'on continue alors le numérique à l'école? Pourquoi est-ce qu'on va de l'avant sur une voie qui pourtant, même d'après des études PISA, n'est pas la bonne? Une logique, écrit-il, plus économique que pédagogique. En effet, alors que les premières études n'avaient globalement montré aucune influence probante de cette dernière, la numérisation de l'école, sur la réussite des élèves, les données les plus récentes, issues notamment du programme PISA, révèlent un fort impact négatif. Curieusement, rien n'est fait pour stopper ou ralentir le processus. Bien au contraire. Il n'existe qu'une explication rationnelle à cette absurdité. Elle est d'ordre économique. En substituant de manière plus ou moins partielle le numérique à l'humain, il est possible à terme d'envisager une belle réduction des coûts d'enseignement. Parce que ce qui est certain, c'est que la réussite scolaire, au fond, ne dépend pas directement de ces moyens-là. Au contraire, ces moyens peuvent nuire à la réussite scolaire. Ce qui est montré, c'est que la réussite scolaire, elle est due d'abord à la compétence des enseignants et peut-être aussi aux conditions dans lesquelles ces enseignants peuvent travailler, dans des classes pas trop nombreuses, avec une interaction humaine. Je crois que c'est vraiment ça le cœur du message de Michel Desmurget, c'est qu'il doit y avoir une interaction humaine véritable dès la petite enfance dans l'apprentissage de la vie, mais aussi plus tard, dans d'autres apprentissages. Nous sommes des êtres de contact sans écran au départ. Et il semblerait d'ailleurs que les petits-enfants, quand on leur met exactement le même contenu avec un humain réel en face d'eux qui leur parle, et le même humain dans une boîte, dans un écran, eh bien, face à la personne réelle, ils réagissent. Face à l'écran, les tout-petits ne réagissent même pas, ils n'apprennent rien. Donc, rien ne vaut la présence réelle. Et puis, il continue sa démonstration, ses recherches, toujours dans la même direction. Au niveau scolaire, les écrans ne sont pas une bonne chose. Développement, l'intelligence, première victime, d'où l'idée de crétin numérique. Parce que les interactions humaines sont mutilées. Voilà ce qu'il dit. Un humain en vidéo ou en vrai, ce n'est pas la même chose. C'est l'étude dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'un enfant ne réagit pas du tout la même chose face à un humain réel. Il y a une interaction. L'humain réel qui s'adresse à un enfant ne réagit pas non plus de la même façon si l'enfant est réellement devant lui que face à un écran. Et puis, le développement de l'intelligence, c'est aussi le développement du langage. Or, le langage s'apprend aussi par l'interaction et par la lecture, alors que les écrans, avec un vocabulaire souvent très limité, avec uniquement de l'oral, eh bien, ne permettent pas un développement réel du langage, ou un développement qui permet aux gens de penser à l'aide du langage de manière efficace ou de manière profonde. Donc les programmes éducatifs, ça ne marche pas forcément très bien sur Internet. Et puis, les écrans sont des empêcheurs d'attention.
il démonte d'abord un mythe, ici Michel Desmurget, le mythe du cerveau capable de faire deux choses à la fois. Non, notre cerveau n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Et même si il est sollicité pour faire deux choses à la fois, non, il n'est pas capable. Il passe sans cesse d'une chose à l'autre et traite les informations des deux sources qui lui arrivent, le personnage, le prof ou la personne avec qui il cause en réalité, et puis les messages, les choses qui arrivent sur son écran, il les traite pas en même temps, mais alternativement, et doit à chaque fois retravailler et perd des informations et les traite de manière beaucoup moins précise en passant sans cesse d'une information à l'autre. Donc, l'attention devient extrêmement compliquée et ça c'est une évidence quand on est dans l'enseignement. On remarque que les jeunes, les gens qui sont sollicités par des écrans en permanence, ne sont plus, en général, sont plus capables d'attention soutenue sur une seule et même chose. Il y a là encore des éléments scientifiques qui sont amenés, la dopamine qui fait qu'on est sans cesse amené à une nouveauté, une nouveauté, une nouveauté, une sollicitation nouvelle, etc., qui vient nous shooter, nous doper, puis chaque fois l'attention est remise ailleurs, et donc nous sommes peut-être dans un moment de plaisir, il y a une ivresse de ceci, mais aussi nous perdons nos capacités de concentration. Et puis, il y a d'autres dangers pour la santé. La santé, une agression silencieuse. Voilà le titre d'un chapitre où, au fond, il montre aussi que sur ces écrans, les contenus principaux, eh bien, sont des contenus qui ne sont pas adaptés aux enfants, en particulier des contenus violents, des contenus qui incitent à des comportements nocifs, comme le fait de trop manger de produits trop sucrés, trop salés, comme aussi la présence de publicités détournées pour le tabac, pour l'alcool, pour également ce qui est de l'ordre de la pornographie, des choses comme ça qui touchent les enfants finalement très tôt, trop tôt. Et là aussi, il s'agit de protéger nos enfants et souvent, eh bien, sur les écrans, c'est saturé de ce genre de choses. Et il y a des industriels derrière qui poussent à ceci, notamment par exemple la nourriture industrielle. Il a été montré que certaines marques sont capables de complètement fausser le goût des enfants. On donne 2 sodas de même type sans dire ce que c'est entre un Coca-Cola et un Pepsi pour faire de la pub détournée, pour ne pas faire de la pub, l'enfant va pas voir beaucoup de différence, il va souvent préférer le Pepsi, alors que si on lui dit que l'un des deux est un Coca-Cola, il va préférer celui-là parce que cette marque-là a réussi au niveau marketing. Donc on a des choses comme ça. Donc il y a des problèmes de santé, une image altérée du corps, les émissions, les contenus des écrans multiples que nous voyons montrent des corps qui ne sont pas réalistes et donc créent des frustrations. Et puis il y a donc énormément de problèmes. Voilà la conclusion du chapitre concernant la santé. Du présent chapitre, il faut retenir que la consommation d'écrans récréatifs
a un impact très négatif sur la santé de nos enfants et adolescents. 3 leviers se révèlent alors particulièrement délétères. Premièrement, les écrans affectent lourdement le sommeil. Voilà un autre problème. Problème essentiel. Or, celui-ci est un pilier essentiel, pour ne pas dire vital, du développement. Lorsqu'il déraille, c'est toute l'intégrité individuelle qui est affectée dans ses dimensions physiques, émotionnelles et intellectuelles. Il est assez surprenant et inquiétant de voir à quel point l'ampleur de ce problème est aujourd'hui sous-estimée. Deuxièmement, les écrans augmentent fortement le degré de sédentarité tout en diminuant significativement le niveau d'activité physique. Or, pour évoluer de manière optimale et pour rester en bonne santé, l'organisme a besoin d'être abondamment et activement sollicité. Rester assis nous tue. Faire de l'exercice nous construit. Et pas seulement dans nos dimensions physiques. Bouger a un impact majeur sur notre fonctionnement émotionnel et intellectuel. Là encore, le problème est inexplicablement oublié des débats relatifs aux usages du numérique par nos progénitures. Troisièmement, les contenus dits à risque, sexuels, tabagiques, alcooliques, alimentaires, violents, etc., saturent l'espace numérique. Aucun support n'est épargné. Or, pour l'enfant et l'adolescent, ces contenus sont d'importants prescripteurs de normes, souvent inconsciemment. Ils disent ce qui doit être. Par exemple, un lycéen normal, ça fume et ça couche, sans se soucier des problèmes de préservatif. Une fois assimilées, ces normes ont un effet considérable sur le comportement. Par exemple, la probabilité qu'un lycéen se mette à fumer ou ait des relations sexuelles non protégées. Au final, cette seconde partie, donc toute la deuxième partie du livre qui est basée sur des études précises, montre que nos enfants passent un temps insensé sur leurs écrans, ce qui affecte lourdement leur performance scolaire, leur développement, en particulier intellectuel, et leur santé. Malgré tout, comme le suggère l'épilogue à venir, la fin du livre, rien n'est encore inéluctable, et il existe des raisons de croire que la société commence doucement à mesurer l'étendue du problème. Et donc, il répond à des questions. Que faire face à cette situation? Faut-il jeter tous les écrans, abandonner totalement le monde du numérique? Évidemment, si c'est ça la réponse, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je vous parle sur le numérique? Il y a peut-être des usages du numérique qui sont bons, et Michel Desmurger n'est pas un anti-numérique total. Mais il y a ces règles qu'il va donner. Avant 6 ans, pas d'écran, par exemple. Puis après 6 ans, pas plus de 30 minutes à 1 heure par jour. Tout compris, tous les écrans compris. Pas dans la chambre. La télévision dans la chambre, par exemple, est à exclure. Pas de contenu inadapté. Pas le matin avant l'école. Pas le soir avant de dormir. Une chose à la fois, cette idée qu'on ne peut faire qu'une chose à la fois. Moins d'écran, c'est plus de vie. Alors évidemment, il y a de la vie aussi dans les écrans. Et changer les contenus, amener, comme j'essaye de le faire ici, d'autres contenus que les contenus nocifs dont parle Michel Desmurger, même si ce que je dis n'est pas adressé à des enfants, eh bien, c'est peut-être aussi une façon de lutter contre un usage des écrans qui n'est pas le bon. Alors il y a quand même des espoirs. Donc, finalement, j'ai fait cette vidéo. Vous l'avez peut-être regardée jusqu'au bout si vous avez une capacité d'attention supérieure à la moyenne, puisqu'elle fait à peu près une demi-heure maintenant. Mais peut-être bien que ce temps passé là n'est pas un temps perdu. Il y a des utilisations intelligentes du numérique qui peuvent être faites. Mais justement, il me semble essentiel de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec ces outils-là, plutôt que de se jeter sur le tout venant des choses qu'on y voit sans réfléchir, et surtout, plutôt que de livrer nos enfants à
ce déferlement qui n'est pas maîtrisé aujourd'hui. Donc il y a tout un travail à faire. Non pas contre le numérique, mais d'une certaine utilisation du numérique qui soit le moins néfaste possible et le plus bénéfique possible à notre vie. Alors, cette vidéo se termine et vivez, allez ailleurs, moi en tout cas, là maintenant je crois pas que je vais me précipiter sur un écran. La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger.